Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première de Culturelle. L'idée de cette petite émission, c'est en fait l'équipe Le Studio et la Bastillette qui se réunissent pour un cycle de discussion autour d'œuvres féminines et féministes. Et donc ce dimanche et les deux prochains, on va se retrouver en live pour échanger pendant une petite heure autour d'une œuvre qu'on aura choisie. Et donc avant de passer à l'œuvre du jour, on va faire un petit tour de table pour toutes se présenter. Donc je vais commencer. Donc moi je m'appelle Clémence, je travaille chez Le Studio qui est un lieu culturel et artistique dans Paris, dans le 9e arrondissement. Bonjour à toutes, moi je suis Anne-Charlotte, je suis la collègue de Clément, je travaille aussi chez le studio. Bonjour, moi c'est Thaïs, je suis membre de la Bastillette, qui est une association culturelle qui fait de l'événementiel à Paris. Donc voilà, cette semaine ce sera moi, mais les prochaines fois pour ces rendez-vous culturels, ça sera d'autres membres de l'association. Mais voilà. Bonjour, et je suis donc Jeanne Varaldi, artiste, intervenante pour cette première édition, et je vous remercie toutes pour l'invitation. Je travaille sur le fait urbain et l'expérience sociale de la ville, avec des installations, des peintures murales et dans une démarche d'expérimentation. Donc, je suis ravie de pouvoir parler avec vous de Sophie Calle, qui est une figure très inspirante. Alors, si vous voulez, on va passer à une rapide présentation de l'artiste pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas ou qui auraient besoin d'un petit rappel. Donc, Sophie Calle, c'est une artiste contemporaine. Elle est née à Paris dans les années 50, en 1953 exactement. C'est une artiste qui porte beaucoup d'étiquettes. On la décrit comme une artiste conceptuelle, comme une photographe, comme une vidéaste, parfois une détective ou une journaliste. Ce qui est hyper... ce qu'on note énormément dans notre travail, c'est que ces œuvres suivent des règles précises et brouille la plupart du temps les frontières entre l'intime et le public, la réalité et la fiction, et l'art et la vie. Ces installations et l'ensemble de ces œuvres tiennent la plupart du temps du reportage ou de l'inventaire et se fondent essentiellement sur son vécu ou sur celui des autres dans lequel elle entre par effraction. L'artiste est reconnaissable, enfin son travail en tout cas est reconnaissable parce qu'il accorde une place de choix au spectateur qui devient parfois le témoin, voire le voyeur de son intimité. Et l'ensemble de son œuvre relève un peu du mélange entre fiction et autobiographie. Sophie Calle livre ses travaux en fait comme des thérapies personnelles. On note beaucoup dans son travail le thème du manque et de l'absence de l'autre. Et du coup, je cite une interview qu'elle a donnée il y a quelques années. Elle dit « Contre l'inquiétude, la peur de l'abandon, des absents, contre ma propre fragilité devant la vie normale, le fait que ce soit de l'art me protège, c'est une façon d'avoir le droit de faire de telles choses. » Du coup, je vais vous présenter l'œuvre, enfin l'exposition même de laquelle on va parler aujourd'hui, qui s'appelle « Prenez soin de vous ». En 2007, Sophie Calle représente la France à la 52e Biennale de Venise et elle y présente du coup cette fameuse exposition. Donc, prenez soin de vous, c'est à partir de cette simple expression de politesse qui ponctue en fait un mail de rupture adressé à l'artiste par son amant que tout a débuté. Ne sachant pas trop comment y réagir et y répondre, l'artiste a l'idée de solliciter une centaine de femmes, 107 exactement, venues de tous horizons professionnels afin que chacune livre une interprétation personnelle du texte. Donc là, je cite également Sophie Calle. Elle dit « Prenez soin de vous, j'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à 107 femmes choisies pour leur métier, leur talent, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel, l'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter, la disséquer, l'épuiser, comprendre pour moi, parler à ma place, une façon de prendre le temps de rompre à mon rythme, prendre soin de moi. » Du coup, la règle du jeu était la suivante. Il fallait que ces 107 femmes analysent la lettre à travers leur langage professionnel. Donc, évidemment, il y a eu tout un tas de formes qui ont été présentées. Pour en citer quelques-unes, on a une journaliste de l'AFP qui a rédigé une dépêche,
une cruciverbiste qui a fait une grille de mots croisés, une diplomate qui a employé le langage diplomatique, une magicienne qui a réalisé un tour de magie, une danseuse qui a livré ses propres émotions à travers une performance, une physicienne qui a comparé la rupture de l'atome à la rupture sentimentale. Chacune a livré sa propre interprétation, certaines ironiques, certaines douloureuses selon le sentiment qu'elles ont éprouvé. Et Sophie Calle leur a laissé une forme, les a laissées totalement libres dans leur démarche. Voilà, sans cette femme et quand même, j'imagine qu'on reviendra après peut-être sur ça, et quand même un homme qui était Daniel Buren et qui a assuré le commissariat d'exposition, sachant qu'il a été recruté en fait par une petite annonce qui était passée dans l'IB, je crois, me semble me souvenir, et qu'il y a répondu vraiment en envoyant un CV, vraiment comme si c'était un recrutement classique. Voilà, je pense que Clémence peut montrer quelques photos de l'exposition pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir. Voilà, donc quelques exemples. Donc là, on a par exemple une analyse du texte de rupture. Voilà, là, c'est des photos. Vous me dites si je vais trop vite ou trop doucement. Donc ça, c'était à la Biennale de Venise. Donc ça, c'est effectivement la petite annonce à laquelle a répondu le seul homme du coup de l'exposition. Voilà. Hop. Alors, et du coup, la première question qu'on va se poser, c'est quelle posture de l'artiste ce travail de Sophie Calle reflète-t-il d'après vous? On commence fort. Oui, on l'a dit déjà un peu en introduction, je pense, c'est que on est à la frontière entre l'art, mais aussi la thérapie, le récit personnel ou le journalisme, l'investigation. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on voit que Sophie Calle, elle a un parcours atypique parce qu'elle n'a pas nécessairement voulu qualifier tout de suite sa démarche d'artistique. J'avais noté que dans une interview à l'époque de la Biennale, elle disait que ce genre d'événement, donc elle parle de la rupture, arrive à tout le monde. La seule différence, c'est que moi, je m'en empare. Je pourrais vous donner un autre exemple et ça fonctionnerait de la même manière. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de se dire c'est un peu un fait divers, un fait commun. On a tous connu une rupture sentimentale, c'est quelque chose de très ordinaire, entre guillemets, et elle en fait un objet artistique. Et c'est un peu ça dans tout ce qu'elle fait. À l'époque où elle a proposé, par exemple, je pense que vous connaissez aussi la référence, elle proposait à des inconnus de venir dormir dans son lit et de les photographier. À cette époque-là, elle ne se revendiquait pas comme artiste. Et c'est un critique d'art qui est venu voir sa démarche et qui lui a dit « Bon, en fait, je pense que ce que tu fais, c'est de l'art et il faut exposer ce travail. » Donc, moi, j'aime bien le fait qu'elle ne fait pas nécessairement tout ce travail de mise en scène pour créer une performance, pour créer une installation et une œuvre, mais elle le fait pour se faire du bien parce qu'on en a besoin. Et c'est ce qui est hyper inspirant, en fait. C'est une démarche spontanée, libre. On sent qu'elle a besoin de se raconter et de mettre en scène là sa rupture pour avancer personnellement. Donc, on n'est pas dans de l'art construit, on est vraiment dans du vécu. Effectivement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Jeanne. Je ne sais pas si j'ai forcément quelque chose à ajouter à ça, mais je t'aurais bien posé une question par rapport à ton œuvre et comment tu conçois justement ce rapport entre ce qui est public, ce qui est privé. Toi, tu concentres quand même ton travail sur la rue, l'espace urbain, et qu'est-ce que tu mets, on va dire, de ta sphère privée, qu'est-ce qui est de toi, de ton intime, dans ton œuvre. Voilà. Mais je crois qu'on part toujours de situations qui nous posent question. En tant qu'artiste, on est obligé d'être un peu aligné. On ne peut pas prendre un sujet qu'on ne connaît absolument pas. Enfin, on pourrait, et ça deviendrait une performance d'aller enquêter sur ce sujet. Mais il doit passer quelque part par le vécu. Par exemple, moi, j'avais fait une œuvre pour La Nuit Blanche en 2020, donc en octobre, il y a un mois, qui partait d'une problématique qu'on connaît toutes, je pense, c'est le harcèlement de rue et le fait de ne pas se sentir en sécurité la nuit. Et donc, j'ai développé une œuvre avec une autre femme artiste qui s'appelle Manlia.
on a fait en fait une projection au sol et une bande sonore qui a appelé à… En fait, c'était une bande sonore qui disait « Je me sens bien, j'aime la nuit, j'aime marcher la nuit, je me sens en sécurité ». Et ça part d'un cas qu'on connaît et qui nous touche. Et je crois que là où l'art fonctionne, c'est quand on est à la fois sur du vécu personnel, mais aussi sur quelque chose de collectif. Et oui, c'est important et la démarche de Sofical, elle est vraiment inspirante pour ça. Oui, moi, c'était aussi ce que je trouve hyper intéressant dans l'œuvre, c'est que finalement, Sophie Calle, elle abandonne en fait sa lettre à d'autres femmes et elle les invite à construire en fait la réponse à sa place. Et du coup, c'est à la fois un sujet qui est extrêmement personnel, puisqu'elle est, enfin, cette lettre lui est directement destinée, mais finalement, elle s'efface en fait derrière la réponse d'autres femmes à qui qu'elle valorise et à qui elle accorde un propos. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans cette œuvre, c'est que ça part d'un fait vécu, enfin, qui est directement adressé à l'artiste et que finalement, elle s'efface derrière et elle essaie d'en faire quelque chose de beaucoup plus universel et qui touche, et finalement qui touche tout le monde, puisqu'a priori, tout le monde vit, a vécu ou vivra une rupture sentimentale dans sa vie. Donc, c'est hyper paradoxal parce que c'est à la fois très fort et en même temps, l'artiste devient un peu absent de la réponse. Elle leur laisse une totale liberté et elle s'efface un peu de la réponse de ces femmes. Donc, voilà, c'est une posture qui est hyper interpellante et intéressante, à mon avis. Ouais, je trouve que c'est intéressant et interpellant, comme tu disais. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'ironie dans sa réponse parce que, en fait, elle répond sans répondre. Comme tu disais, elle se cache derrière 107 femmes, enfin, pas se cacher, mais oui, c'est ça, elle abandonne la réponse à 107 femmes autres qu'elle-même. Et je trouve que c'est ironique et un peu culotté de faire ça pour la personne qui lui a écrit une lettre déjà de base assez poétique, assez longue et assez travaillée. Et moi, j'aimerais bien qu'on me quitte comme ça. Mais et du coup, je trouvais ça assez… je trouve qu'il y avait beaucoup aussi d'ironie dedans. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé dans sa réponse, qui n'est pas vraiment sa réponse à elle, du coup. Voilà. Je sais pas, Clément, tu dis qu'elle se cache derrière 107 femmes. Enfin, cette ironie, je la perçois, mais est-ce que quelque part, elle lui a pas répondu 107 fois? Est-ce que justement, elle s'est pas étalée de la manière la plus vaste qu'elle aurait pu faire en demandant de l'aide, on va dire, à 107 femmes pour vraiment développer le plus possible sa réponse à cet homme? C'est peut-être une autre manière aussi de voir cette œuvre-là. Ouais, c'est vrai. Et aussi, il y a le fait que ce soit en même temps une seule et même réponse et en même temps 107 réponses différentes. Du coup, en fait, il y a plein de manières de l'interpréter. En même temps, c'est de l'art, hein, c'est normal. Et donc, oui, mais je trouve ça intéressant que dans les 107, il n'y ait vraiment aucune production d'elle-même. Et comme si elle ne voulait pas s'engager, comme si toutes les réponses étaient valables. Et qu'en fait, il n'y a pas de manière, une seule manière de répondre à quelqu'un par rapport à une rupture qui, dans tous les cas, fait de la peine et fait du mal. Du coup, je trouvais que c'était une réponse, oui, c'est ça, très, très culottée. Et une bonne réponse, moi, je trouve. Et en même temps, tu disais tout à l'heure que peut-être elle se cache derrière ces 107 femmes. Je dirais que dans tous les cas, il faut se rappeler qu'il y a une dimension mise en scène, récit, et puis que nous, on va interpréter toutes ces réponses avec notre propre imaginaire, notre propre vécu. Donc, en fait, il n'y a pas un sens unique. Et dans tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait une vérité à cette histoire et qu'il y ait une science, un message clé à en tirer. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle fait appel à des femmes collectivement. Thaïs, tu as dit, elle demande de l'aide en quelque sorte. Je trouve ça beau aussi de se dire, bon, on est un corps social de femmes, peut-être que d'autres femmes avec d'autres casquettes trouvent une réponse à quelque chose qui, moi, me semble insensé. Donc, je trouve ça beau aussi. Si on peut, on pourrait quand même connecter un peu avec l'idée de sororité en disant, bon, il y a plein de femmes autour de nous qui ont plein de casquettes professionnelles différentes. Voyons si ensemble, on peut arriver à trouver du sens à quelque chose qui est un vécu individuel, mais qui pourrait peut-être être dépassé par cette réponse collective, quoi. C'est vrai que même moi, personnellement, je trouvais que ça m'avait fait penser à la manière de faire. Ça m'a fait penser à
à demander un peu à sa meilleure copine qui est plus diplomate que toi de répondre à un message auquel toi, tu n'as pas envie de répondre parce que tu sais que tu ne répondras pas de la meilleure des manières. Du coup, je trouvais ça marrant de demander à 107 copines de le faire. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, on s'entraide, sororité, c'est ça, on s'entraide entre femmes pour passer ce petit cap jamais très agréable. Voilà. Et du coup, en fait, voilà, la question vraiment que je me suis posée, alors j'imagine qu'il y a une grosse caution artistique évidemment derrière, puisque Daniel Buren reste un artiste quand même talentueux et très contemporain, mais je me suis vraiment posé la question de pourquoi finalement un homme pour son commissariat d'exposition et pas une femme, parce que du coup ça semble aller un peu à l'encontre de la démarche de ne faire appel qu'à des femmes. Et voilà, je n'ai pas de réponse à cette question. J'imagine qu'il y a forcément une affinité artistique ou une reconnaissance de travail et puis en effet de mise en scène, puisqu'il a vraiment mis en scène son travail et je pense lui apporter, enfin, on est entre le commissariat d'exposition, j'imagine, et la scénographie. J'étais évidemment pas à la Biennale de Venise, mais j'ai essayé de trouver pas mal d'œuvres et j'ai trouvé que la manière dont il les avait valorisées, ça changeait quand même pas mal la manière dont Sophie Calle présente ses expositions habituellement. Donc, j'imagine qu'elle le choisit aussi certainement pour ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'un homme vient faire là-dedans ? J'ai pas trouvé de réponse à cette question. Je ne sais pas si vous en avez, vous. Mais je trouvais que c'était un point qui était intéressant à soulever, en tout cas. Il y a quand même, on espère, un peu de méritocratie dans ce processus parce qu'elle l'a fait sur petite annonce et elle a reçu plus de 200 candidatures. Donc, on imagine que la candidature de Daniel Buren devait être exceptionnelle de créativité et on n'en doute pas en réalité. C'est vrai que quand on regarde juste la manière dont il a mis en scène l'entrée de l'exposition, on voit quelque chose d'assez magistral avec 2 colonnes, un rideau rouge. Il y a un côté un peu théâtral. C'est intéressant d'avoir choisi Daniel Buren. On se dit que voilà, peut-être on avait besoin d'une sorte de stature pour asseoir ensuite l'exposition. Mais qu'est-ce qui est vraiment passé dans la tête de Sophie Calle ? Ça, c'est difficile à dire. Et du coup, on peut peut-être passer à un autre point. Je regarde en même temps ouais. un petit peu ce qu'ils en disent, mais je ne crois pas qu'elle ait commenté ce point. Donc, c'est vrai que non, justement, moi aussi, j'ai essayé de chercher et en effet, c'était ça, mais je trouvais ça un peu troublant. Peut-être qu'elle ne s'est simplement pas posé la question. Peut-être que consciemment, elle s'est dit est-ce qu'on vient, entre guillemets, restaurer à la fin cette image d'homme où on a été blessé et puis pour clore l'épisode final, quand même, on a le droit d'inclure une personne qui va redorer un peu le crédit et équilibrer par rapport à ces 117 femmes. C'est vrai que c'est une question qui se pose, mais en tout cas, on peut dire que c'est quand même une exposition et un travail qui reste rare. Ce qu'elle a fait, le fait de mobiliser 107 femmes, le fait d'elle être une femme artiste à la Biennale de Venise, je pense que c'est quand même le moment de se le dire, mais dans l'art contemporain, on n'est quand même encore pas du tout à la parité. Et il faut pouvoir montrer davantage le travail des femmes parce que, je vais reprendre une petite statistique, mais je crois en 2015, on n'a que 12% des expositions du Met consacrées à des femmes. En 2014, que 14% consacrées à des artistes femmes au Guggenheim Museum, donc deux grands musées qui ont 12 et 14% d'expositions consacrées aux femmes il y a 5 ans. Donc, on se dit que le fait que Sophie Calle représente la France à Venise et le fait qu'elle parle de 107 femmes professionnelles, c'est quand même une belle avancée et un début de représentativité des femmes dans le monde de l'art, même s'il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Et justement, comme on parle du rôle des femmes, la prochaine question est en rapport. Donc, d'après vous, que dit Sophie Calle du rôle des femmes sur la scène sociale à cette époque ? Donc, tu avais déjà un peu introduit, Jeanne, si tu veux continuer sur ta lancée. Peut-être pour compléter, c'est vrai qu'il y a à la fois Sophie Calle en tant qu'artiste femme, donc ça dit beaucoup, c'est très fort en fait, de dire, voilà, elle est artiste femme, en plus elle va parler de l'intime, c'est quand même hyper courageux, donc elle n'est pas sur des registres artistiques, on va dire classiques, elle va vraiment décortiquer sa vie intime de femme.
Donc, c'est hyper intéressant déjà d'observer son statut et son travail de femme artiste. Et puis, en effet, après, elle donne autre chose à voir. Elle donne à voir les 107 femmes dont elle parle dans son exposition. Et là, ça fait référence plutôt à une posture de femme experte, de professionnelle qui va être outillée pour répondre à une problématique. Et ça devient un peu ironique, comme vous le disiez aussi en introduction. C'est ça qui est intéressant. Donc, il y a cette casquette de femme experte. En même temps, on voit bien qu'on est sur une scène sociale où on joue chacun son rôle. Donc, il y a la comptable, il y a l'experte en mots croisés, il y a l'écrivaine, il y a la poète. Malgré tout, on a ce rôle d'expert qui est un peu limité. On a besoin de faire appel à 107 experts pour essayer de comprendre. Donc, voilà, ce rôle de femme experte, il est intéressant. Mais on voit que il est aussi limité dans la réponse qu'il va apporter au problème de Sophie Calle. Et en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que au-delà de la question des femmes, elle va montrer un peu le ridicule ou le côté très organisé, mais dont on a un peu envie de se détacher de la scène sociale, du monde professionnel. Chacun est bien à sa place, chaque femme a sa propre casquette et va parler de son domaine d'expertise. Je trouve qu'elle fait vraiment un pied de nez à cette organisation sociale. Et peut-être pour compléter, je peux juste dire aussi que pour revenir à son rôle de femme artiste, en même temps, son exposition elle-même, c'est une mise en scène et je trouve ça assez fort parce que il faut qu'on se rappelle en tant qu'artiste et dans l'art contemporain qu'une exposition, c'est rien que finalement une boîte, entre guillemets, dans laquelle on va montrer des choses. Et donc, tout ça, déjà, c'est une mise en scène. Donc, il y a vraiment cette mise en scène sur tous les plans. La mise en scène professionnelle, le rôle d'experte, mais aussi la mise en scène artistique dans ce décor théâtral qui nous rappelle bien que l'exposition, c'est un montage et ce qui compte, c'est de faire passer un message. Ouais, moi, ce qui me semblait, alors après, c'est sûr que ça remonte à un temps un peu plus long, c'est pas les années 2000, c'est un peu le début des mouvements féministes, mais c'est qu'en effet, si on repart à des choses qui nous semblent peut-être éloignées, mais il y a un moment où le rapport homme-femme, c'était quand même l'homme dans la vie publique, la femme dans la vie privée, tout ce qui était privé, c'était du domaine féminin. Et du coup, justement, mettre à la vue de tout le monde et abolir un peu cette frontière public-privé, ça reste quand même un geste qui est assez fort parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes là-dedans. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est que, alors, en effet, il faut replacer les choses peut-être dans leur contexte. Ça nous semble peut-être plus évident aujourd'hui, mais d'étaler un peu sa rupture aux yeux de tout le monde, de dénoncer finalement. Il y a quand même des questions qui se posent sur la pudeur, sur l'éthique, c'est-à-dire est-ce que ce monsieur qui écrit une lettre de rupture, alors même si ça reste un mail, a envie de voir sa vie publique, sa vie privée justement déballée comme ça aux yeux et à la vue de tout le monde. Et je trouve que justement avec cette expo et après de manière générale à travers l'ensemble de son travail, je dirais, c'est s'affranchir un peu de tout ce qui est norme sociale pour se dire, mais en fait, je me laisse la liberté de créer et de faire ce que je veux, et c'est pas forcément quelque chose qu'on reconnaît aux femmes artistes, alors que je pense que beaucoup d'hommes artistes se sont inspirés de leur vécu, et du coup, ça reste aussi un thème qui est hyper fort, voilà, si on le replace dans le contexte des années 2000. Après, en effet, aujourd'hui, les choses sont un peu plus différentes, et on a l'habitude de, entre guillemets, déballer sa vie sur des réseaux sociaux ou de la médiatiser. En tout cas, je pense que si on replace ça dans début des années 2000, c'est un geste qui est hyper intéressant et qui soulève en tout cas pas mal de questions sur justement la pudeur, l'éthique, la morale, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et voilà. Effectivement, tout ça est très juste. Et je voulais aussi peut-être rajouter sur cette distinction entre la sphère privée, la sphère publique, le fait qu'un ou une artiste, en l'occurrence, pas déballer, c'est pas un très joli terme, mais en tout cas,
de rendre vraiment public quelque chose qui touche à l'intimité, encore plus qu'à l'intime, c'est aussi une manière de prendre le pouvoir dessus. Et c'est ce qui a été beaucoup dit, enfin, c'est le cas par exemple de Niki de Saint-Phal sur un événement dramatique privé, enfin, c'était sur l'inceste, le fait de justement faire de quelque chose d'intime et qui peut être difficile, c'est moins grave quand même, une rupture amoureuse dans le cas de Sophie Calle, le fait de rendre d'en faire matière artistique, de le mettre aux yeux de tous, c'est quelque part reprendre un peu le pouvoir dessus. Et c'est aussi tout ce qu'on dit au niveau de la libération de la parole des femmes. C'est à partir du moment où on rend ça public, où les gens vont avoir, vont pouvoir juger un petit peu aussi de ce qui touche à notre sphère intime, c'est prendre le pouvoir dessus, c'est acter un peu la réalité de cette chose qui nous touche, nous, et on va dire, oui, et ça revient un petit peu à ce que tu disais, Anne-Charlotte, sur le fait que les femmes ont justement, sont toujours cantonnées à ce qui touche à l'intime, on reste à la maison, il n'y a pas de liberté de justement sortir sur le public qui était réservé aux hommes. Le fait de prendre un peu la liberté d'aller vers les autres et l'extérieur, c'est une manière un peu effectivement de faire un pied de nez à tout ce qu'il y avait dans le contexte de l'époque au niveau du rôle des femmes dans la société. Ouais, moi je trouve que presque, elle était un petit peu peut-être en avance sur son temps, on va dire, dans le sens où moi j'ai découvert vraiment là l'expo quand on a décidé d'en parler, donc il y a 2 semaines. Et ça m'a pas spécialement étonnée cet étalage en fait un peu de vie privée et cette appropriation qu'elle a de sa vie privée à le mettre dans un espace public comme ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le fait beaucoup, sur ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a 10 ans, ça aurait été, c'était plus étonnant, c'est sûr, et je pense que ça m'aurait un peu plus choquée. Et c'est vrai que je trouve que du coup, ça montre à quel point cette question-là de l'appropriation de notre vie intime et personnelle en tant que femme, ça avance, et ça avance dans ce sens-là, dans le sens qu'elle a lancé. Et je trouvais ça, je trouve ça assez marrant de voir en quelques années comment ça a pu changer cette version-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et, euh, et voilà, je trouvais que c'était un peu une petite avance qu'elle a un peu devancé les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Alors, du coup, on va passer à la suite. Alors, on s'est posé aussi comme question, donc, comment cette démarche a-t-elle pu inspirer les artistes d'aujourd'hui? Donc, par exemple, Jeanne, toi, comment cette expo t'a inspiré ou a pu t'inspirer ou t'inspire en ce moment? Dis-nous. Disons, moi, c'est quelque chose de plus large dans le travail de Sophie Calle, c'est son rapport au jeu, au hasard, à la rencontre. En fait, elle se nourrit dans tout son travail de, entre guillemets, faits divers ou de choses qui lui arrivent, ou quand elle part en filature, elle va suivre des inconnus, ou elle ouvre son lit à des inconnus. Bon, là, c'est une lettre de rupture, mais à chaque fois, en fait, c'est quelque chose qui arrive, qui est un peu un petit phénomène, un épiphénomène. Et elle va le dérouler, elle va essayer d'en faire quelque chose de poétique ou de créer l'événement autour de ça. Euh, et je trouve ça hyper intéressant. En fait, c'est une démarche quasi aussi d'enquête, d'investigation. Elle va partir de ce fait pour le décortiquer d'une manière ou d'une autre, pour le répéter. Alors, quand elle invite les personnes à dormir dans son lit, voilà, elle va faire ça avec une vingtaine de personnes. C'est presque une expérience sociologique, en fait. Donc, moi, ça m'inspire beaucoup cette démarche d'enquête. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes contemporains qui sont aussi dans cette approche de proposer une expérience et voir ce qui se passe. Voilà, moi je trouve qu'elle laisse vraiment le champ libre à d'autres personnes en dehors de elle, son statut d'artiste. Elle parle d'autres personnes, elle parle d'inconnus, elle parle de la société à un moment donné, elle parle de toutes ces professionnels qui vont avoir un avis sur sa lettre de rupture. Alors moi, je n'ai pas ce rapport à l'intime dans mon travail parce que je suis sur un tout autre objet d'étude, je suis sur l'espace public. Par contre, je me retrouve totalement dans l'idée d'être comme fascinée en fait par ce que peut permettre la ville, par la rencontre, par le hasard.
Et j'ai envie, moi, d'explorer dans mon travail tout ce qui se passe en dehors, toutes ces rencontres, tout ce microcosme urbain, et de mieux comprendre voilà, comment se jouent nos interactions. Et dans un autre de ces travaux, elle a fait, par exemple, vous savez, elle a posé une cabine téléphonique dans la rue et elle passait quotidiennement un appel à n'importe qui décrocherait le combiné. Donc là, on sent vraiment qu'il y a de l'humour, il y a de la poésie et il y a une rencontre dans l'espace public, il y a une ouverture en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Moi, je produis des peintures murales ou des installations et à chaque fois, l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose aux citadins, aux passants et de voir ce qui se passe. Est-ce que leur regard sur la ville, il va évoluer grâce à cette œuvre? Et je pense que Sophie Calle, quand elle propose une cabine téléphonique au milieu de nulle part, l'idée, c'est aussi d'impacter la personne qui va passer par là et qui va avoir cet échange avec elle. Et je trouve ça assez fort, assez beau de se dire, en fait, il va y avoir un échange, il va y avoir un dialogue à un moment donné et ça va changer notre regard, soit sur la ville ou sur un sujet ou sur la rupture. Ça va devenir quelque chose d'un peu plus facile à procéder. Donc, j'aime bien ce côté jeu qu'elle a, cette fascination pour l'inconnu. Et puis, finalement, l'inconnu, avec le travail de Sophie Calle, il devient presque familier. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'elle va toujours à la rencontre du hasard ou de la personne qu'elle ne connaît pas ou des experts. Et puis, finalement, elle tisse un lien avec ces personnes-là. On se rend compte qu'on n'est pas si différents. En fait, elle crée du lien. Voilà. Et ça m'inspire beaucoup. Je pense que les artistes ont vocation à créer du lien. Puisqu'on parle des artistes contemporains, je voudrais bien te poser une autre question quand même, Jeanne. Tu dis que, on va dire que le public, les autres, les inconnus, là, dans ton œuvre, ils sont plus a posteriori, c'est-à-dire que tu vas faire ton œuvre et puis tes installations et avoir du plaisir, à voir comment les gens vont interagir avec, qu'est-ce qui va se passer, on va dire, avec le public. Mais est-ce que, comme Sophie Calle, parce qu'elle, c'est vraiment plus que dans le a posteriori, c'est vraiment dans le processus de création, c'est vraiment dans le processus artistique, c'est même la matière parfois de ses œuvres. Est-ce que toi aussi, tu te sers des autres? Est-ce que tu te sers du public pour créer? Ou est-ce que c'est seulement ensuite que le regard du public intervient? L'art, de manière générale, n'est rien sans le spectateur à minima, voire la personne qui va intervenir dans l'art. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, dès qu'un artiste crée, à moins qu'il soit seul à créer chez lui et qu'il garde tout son travail chez lui, mais dès qu'un artiste crée, il a pour ambition de montrer son travail, de faire une exposition. Donc, il va nécessairement imaginer ce que ça pourrait produire chez la personne en face. Donc, en effet, je pense que ce lien à l'autre, il est dans l'art, quelle que soit la forme d'art choisie. Après, moi, mon travail, il est très en lien avec l'urbain. Donc, par exemple, si je réalise une peinture murale, il y a de l'interaction, il y a de l'échange. Donc, ce qui m'intéresse, c'est autant le résultat final qui est une œuvre sur un mur que le passant qui est venu, qui m'a parlé, que le moment vécu, que ce soit très tôt le matin ou sur une journée complète, les échanges, en fait, qui révèlent un quartier. Je pense que moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est plutôt l'expérience et la rencontre que le fait d'avoir une œuvre finie et ficelée. Voilà. Après, je pense que moi, j'interviens beaucoup par l'image. Par exemple, je fais aussi des compositions digitales sur des photos de rues ou de places parisiennes qui sont transformées par des créations abstraites. Et même si c'est une image fixe, je les partage sur les réseaux sociaux, je les montre pendant des expositions et il y a un impact, il se passe quelque chose parce que les personnes, en fait, voient cette image, réagissent, ils connaissent le quartier ou pas, mais en fait, ça va changer leur manière d'imaginer la ville, changer leur manière de se projeter dans la rue, dans l'espace public. Et moi, c'est vraiment ça que je recherche. Donc, il y a toujours le lien à l'autre et l'autre nous inspire dans ce qu'on va faire. Et au fur et à mesure, quand j'ai des retours sur mes œuvres, c'est des choses qui m'inspirent de nouvelles œuvres et j'ai envie d'interagir en fait avec les habitants dans les villes et les spectateurs, qui sont plus spectateurs. Je pense que dans l'art contemporain, il n'y a plus de spectateurs. Il n'y a que des performeurs.
Après, c'est vrai que D'accord. Sophie Calle, je trouve, elle fait du coup le truc un peu à l'envers de toi. Elle prend du coup l'expérience sociale de base et les liens qu'elle crée de base pour recréer son œuvre. Et après, je pense qu'elle peut. En fait, elle crée le lien, elle fait l'œuvre et elle recrée du lien derrière, du coup, parce qu'il y a ceux qui réagissent à son œuvre. Et donc, elle pourrait presque faire un jeu comme ça à l'infini, de faire expérience sociale sur expérience sociale. Et en fait, je trouve que c'est un peu. Bah, quelque chose qui se fait de plus en plus et qui ouvre un champ de possibilités du coup de voir les choses. C'est ça du quotidien en fait, de prendre un quotidien et l'expérience sociale et d'en faire quelque chose de beau, de comment elle le voit et de permettre aux autres de le voir différemment. Et ouais, je trouve ça. Enfin, je suis pas artiste, hein, mais je trouve ça inspirant. Mais il faut toucher aux deux, en fait. En général, il faut toucher au registre personnel. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ou qu'est-ce qu'on a envie de proposer en tant qu'artiste. Il faut que ce soit aligné avec un vécu, quelque chose qui nous touche. Et il faut aller atteindre le sensible chez les autres. Donc, c'est indissociable, en fait, d'une manière ou d'une autre. Il faut être sur les deux registres, individuel et collectif. Et en effet, même si Sophie Calle, elle parle de quelque chose de très intime, elle va relayer la voix de plein d'autres femmes. Donc, finalement, elle se détache assez aussi de son cas propre. Elle est vraiment sur les deux registres. Et c'est pour ça que ça nous touche aussi. C'est qu'on voit l'expérience de Sophie Calle, ce qu'en disent toutes les autres femmes, et puis nous qui voyons cette exposition, qui découvrons ce travail et qui nous disons, bon, ça me touche aussi. Il y a des vécus, en fait, qui se croisent. Je sais pas si Anne, tu veux réagir. Non, tout a été dit. Alors, je ne suis pas artiste non plus, mais en effet, ce que je trouve hyper inspirant, et comme tu le disais, Jeanne, tout à l'heure, c'est la manière dont, en fait, la manière dont on associe le public à la construction de l'œuvre et dans lequel on essaie de créer un écho, ce qui est alors évident aujourd'hui dans l'art contemporain, mais qui n'a pas toujours été autrefois. Et voilà, je pense que c'est ça qui peut inspirer des artistes aujourd'hui. C'est à partir d'une situation personnelle, essayer de faire quelque chose d'un peu plus universel, d'impliquer les autres. Parfois aussi, je pense, de les mettre mal à l'aise parce que j'ai essayé de trouver, j'ai rien trouvé, mais des réactions de personnes qui auraient visité justement l'exposition. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a eu des critiques justement? Est-ce qu'elle a été bien reçue? Est-ce qu'elle a été mal reçue? J'ai trouvé 2-3 blogs un peu rageurs qui disaient Sophie Calle et voilà, elle déballe sa vie, mais j'ai rien trouvé de constructif. Mais en effet, je pense qu'il y a l'idée d'en faire quelque chose d'universel, mais il y a aussi peut-être parfois l'idée de mettre un peu les gens mal à l'aise, de provoquer des réactions. Et c'est ça, je trouve, qui est aussi extrêmement bien réussi, alors dans cette expo, mais de manière générale aussi dans son travail, et qui peut inspirer, à mon avis, pas artistes, mais certains artistes contemporains, quoi. Je pense que ça pose aussi la question de la frontière entre son travail d'artiste et la dimension journaliste ou documentation. À quel moment est-ce que ce travail de documentation qu'elle fait devient une œuvre d'art? Voilà, c'est une question qu'on peut toutes se poser, mais je me dis, c'est vrai qu'en soi, elle mène un travail quasi professionnel, une expertise, une enquête, un audit de sa lettre de rupture. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'art? Est-ce que l'article qui paraît dans Le Monde ou dans Libération sur tel ou tel sujet qui recueille des témoignages, c'est de l'art ou c'est du journalisme? Je pense que ça pose cette question-là aussi. Pour moi, là où ça touche à l'art, c'est qu'on connecte avec des émotions, on connecte avec du sensible. Et je pense là aussi au travail de photographes comme Raymond Depardon, qui va vraiment aller à la rencontre d'un territoire, des habitants, qui va faire des portraits. Ça devient aussi de l'art parce que ça nous touche. Voilà, donc je ne sais pas si ça apporte des questions sur cette démarche enquête, art, et le rapport de l'artiste à cette démarche d'enquête, mais c'est vrai que c'est très inspirant. Et en même temps, on voit qu'il faut cette petite chose, cette petite touche qui va nous parler à tous et nous parler du sensible pour vraiment qu'on puisse qualifier ce travail d'artistique. On est d'accord qu'il n'y a plus de questions là sur le drive. Je vais regarder. Mais vous pouvez peut-être réagir sur cette question journaliste ou art. Je ne sais pas, vous, ça vous inspire quelque chose ou... Moi, je suis d'accord avec Pourquoi toi. est-ce que ce n'est pas du journalisme? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question.
Moi, en fait, là où je me suis dit, c'est où s'arrête. Enfin, il y a l'idée un peu journalistique, mais il y a l'idée aussi un peu de récit et de fiction, c'est-à-dire elle s'inspire aussi de son vécu. Enfin, elle met en scène son vécu et elle interroge, mais à quel moment la frontière entre la réalité et la fiction aussi apparaît. Alors là, on dépasse un peu le côté journalistique, mais pas forcément. C'était ça, c'était mettre en scène ta vie, à quel moment finalement tu es entre l'autobiographie et puis finalement juste la fiction et quelque chose qui s'inspire de faits réels mais qui te dépasse au bout d'un moment et qui est plus vraiment ta vie mais un récit qui est construit et voilà où la frontière réalité-fiction s'éteint, enfin disparaît quoi. Je sais pas si je suis très claire dans ce que j'ai dit, mais... Et puis ça fait le lien aussi avec les réseaux sociaux, ce que tu disais, Thaïs, tout à l'heure. Thaïs, et puis je ne sais plus qui faisait cette réflexion sur le lien avec la mise en scène de soi-même. C'est vrai que on peut se dire que tout ce travail d'enquête, il est restitué sous forme de photographie, sous forme de texte, mais c'est jamais l'intégralité de la démarche qui est montrée. C'est des morceaux choisis. Donc, on va se faire une image à partir de ce qui est véhiculé, mais il y a une part de fiction, il y a une part de récit qui est construit à partir de la lettre de rupture et de l'enquête qu'elle a menée. Est-ce que c'est une vraie démarche journalistique, factuelle, exhaustive? C'est vrai que ce n'est pas sûr. On est à la frontière entre réalité et récit. Et puis je pense aussi le but de l'art en général, c'est de faire réagir. C'est pas forcément d'aller dans le sens de tout le monde. Enfin, il y en a. Moi, j'ai pris par exemple ce que j'ai vu de son exposition pour beaucoup d'ironie. Il y en a, je pense, ça les a plus touchés, etc. Donc, je pense que le but avant tout, c'est de faire réagir, alors que le côté journalistique, c'est plus énoncer des faits. Et c'est vrai que là, son but clairement, c'était comme tout art, de faire réagir. C'est ça, comme tu disais, que ce soit lié à une émotion ou une autre. Et c'est pour ça qu'elle a un panel aussi grand de réponses. Je pense que du coup, il y a forcément quelque chose qui va toucher tout le monde. Enfin, je pense que personne, en sortant de l'exposition, on se sent complètement indifférent. Et je pense que c'est ça la différence avec le côté journalistique. C'est vraiment cette volonté de toucher tout le monde d'une manière différente et avec une seule œuvre, enfin, grosse œuvre du coup. Voilà. Moi, j'ai une question un peu pour vous toutes, peut-être, qui me vient là, c'est qu'est-ce que vous retiendrez de l'œuvre? Est-ce qu'il y a une chose qui vous marque ou de la démarche ou de notre discussion? Est-ce qu'il y a une chose particulièrement qui vous impacte? Je pense qu'on l'a déjà dit et redit, mais c'est cette démarche, quoi. C'est vraiment ce processus de création. C'est le fait de mettre son œuvre dans les mains de 107 personnes, quoi. C'est pas une création unique. C'est un patchwork de plein d'œuvres différentes, quelque part. C'est un patchwork de 107 œuvres différentes. C'est vraiment ce processus-là que je trouve très, très innovateur et que je retiendrai. Voilà. Alors moi, la vraie question que je me suis posée, en effet, c'était... J'aime beaucoup Sophie Calle et j'ai vu pas mal de ses expos, donc c'est une artiste que j'apprécie. Après, c'est vraiment ça, c'est comment, enfin, quelle peut être la réception de l'homme qui s'est trouvé face à ça? Est-ce que quand même on est dans une démarche éthique ou pas éthique? Parce que je sais pas, je fais un parallèle avec un article que j'ai lu récemment, mais j'ai lisé un article sur Emmanuel Carrère qui a vachement mis en scène son ex-femme dans des livres, qui a porté plainte contre lui pour dire en fait, je n'ai plus envie d'être exploitée comme sujet d'une œuvre et que ma vie soit déballée en public. Et je me dis justement, est-ce que... enfin voilà, qu'est-ce que ça pose comme question aussi sur ce qu'on peut se permettre, sur ce qu'on peut ne pas se permettre et sur ce que ça peut déclencher aussi sur le public. Voilà. C'est vraiment la plus grosse interrogation que j'ai face à ça, quoi. À quel point on peut utiliser son vécu sans se soucier du ressenti de la personne qui est directement mise en jeu, directement concernée en fait par le sujet d'étude, quoi. Moi, je pense que... D'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que lui, il l'a bien pris.
l'expo. Voilà, au cas où quelqu'un s'inquiéterait pour son petit cœur, il va bien. Et moi, je pense que je retiendrai de l'expo, mais je pense que c'est très en rapport avec ma génération, voilà, des réseaux sociaux. C'est vraiment un peu l'ancêtre des affaires aujourd'hui qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, des discussions qui sont affichées entre ex, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment ce lien-là que je trouve assez marrant. Et voilà, je pense que c'est ce que je retiendrai de l'expo. Moi, je retiendrai peut-être une chose très applicable à ce que je fais, c'est de se dire que l'exposition, c'est vraiment un montage. Qu'en fait, on fixe une date, on doit montrer quelque chose et qu'est-ce qu'on va montrer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on veut dire? Et je trouve ça intéressant de montrer dans le travail de Sophie Calle que tout ça, c'est une construction, qu'on doit raconter une histoire. Comment est-ce qu'on va la raconter pour que ce soit efficace, pour que le message passe, sans répondre à toutes les questions, justement. Je pense qu'une exposition, elle marche bien quand on ne comprend pas tout. Il y a une part de mystère. Et là, on a encore plein de questions irrésolues, comme pourquoi Daniel Buren dans le commissariat, pourquoi sans cette femme, est-ce que c'était délibéré, voilà, et comment la personne l'a pris. En fait, une expo, elle vit bien quand on n'a pas résolu toutes les questions, on en a ouvert d'autres et on se pose soi-même des questions personnellement en sortant de la pièce. Voilà. Et du coup, on va arriver au bout de notre petite heure de discussion. Donc, la petite question qu'on va poser à tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez répondre en commentaire, n'hésitez pas, c'est si vous auriez le courage de disséquer une lettre de rupture que tu reçois en public ou pas. Et du coup, pour finir, on va toutes faire des petites recommandations par rapport à des œuvres ou à des réseaux sur les femmes, etc. Alors, du coup, moi, pour mes recommandations, donc j'ai été conseillée par ma chère collègue Anne-Charlotte, ici présente. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée ces derniers jours aux œuvres de Cindy Sherman, Marina Abramovic et Annette Messager. Et voilà, en fait, elles représentent chacune à leur manière le féminin. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles le font dans des questions beaucoup plus larges que juste le féminin. C'est vraiment des recherches d'identité et d'accomplissement de soi en tant qu'individu. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Et du coup, les filles, je vous laisse faire vos recommandations. Du coup, c'est un peu les mêmes que toi, Clem. C'est des artistes que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir, et dans la même veine un peu d'artistes contemporaines, je pense qu'il y en a une qui est hyper importante et qui a traité beaucoup le thème de l'univers domestique, la famille, mais aussi le corps. C'est Louise Bourgeois. Voilà, après, je ne vais pas faire un résumé de sa vie, mais je pense que c'est une artiste qui est assez influente et qui a été reconnue, je pense, assez tardivement, alors que je pense qu'aujourd'hui encore, elle inspire pas mal d'artistes plus récentes, plus contemporaines, quoi. Alors, pour la Bastillette, ça, c'est une recommandation qui vient de Camille de l'association. C'est un livre de Monica Sabolo qui s'appelle « Tout cela n'a rien à voir avec moi » et dans lequel elle décortique aussi une rupture amoureuse. Pour ma part, puisqu'on parlait un peu de références féminines en art contemporain, moi j'ai une affection particulière pour Judy Chicago. D'ailleurs, on peut peut-être faire un tout petit parallèle avec Sophie Calle, avec son œuvre The Dinner Party, dans laquelle elle a invité, on va dire, et convoqué aussi un grand nombre de femmes de l'histoire à une table, on va dire, fictive, et à partager un dîner tout ensemble. Je pense que c'est une œuvre que je vous conseillerais d'aller voir. Et une autre petite recommandation, ça nous vient cette fois de Pauline de l'association, et c'est une chaîne sur Insta, c'est contemporaine, et qui font des recommandations en matière d'art contemporain sur des artistes femmes du moment et qui sont intéressantes et à suivre. Voilà. Oui, moi, je compléterai aussi sur le volet comment renouveler et élargir nos références.
de femmes artistes. Et il y a un travail hyper riche qui est fait sur les réseaux sociaux. Donc, merci Instagram, merci les réseaux sociaux de nous donner tous ces contenus. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail de Margot Brugvin. Donc, je vous incite à aller voir. Chaque dimanche, elle fait un portrait de femme artiste et beaucoup de femmes, en fait, assez peu connues, qui parfois ont fait des travaux dans les années 50, 60, 70. Enfin, en fait, c'est des femmes artistes qui sont restées méconnues, mais qui font tout un travail hyper intéressant. Donc, en effet, c'est important de continuer à enrichir notre culture au féminin, culturel. D'ailleurs, le nom résonne bien. Ok, super. Ben, merci à toutes. Alors, pour la semaine prochaine et donc le dimanche d'après, on va vous dire les œuvres tout de suite. Comme ça, vous pourrez les voir et les lire. Car il s'agit la semaine prochaine d'un film. On va parler de Mustang de Denis Gamze-Erguven. J'espère que je l'ai bien dit ou pas trop mal. Et ensuite, le dimanche d'après, on va parler du livre Mets leurs yeux dardés sur Dieu de Zora Neale Hurston. Donc voilà, comme ça vous avez le temps d'étudier tout ça en attendant. Et ben merci à tout le monde, merci à vous toutes les filles, merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit du coup à la semaine prochaine et bonne fin de week-end.